14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Si vous saviez comment j'ai été roué de coups à taper comme un mur, qu'elle disait on te fera crever, la Weber. Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de l'affreuse Simone Weber. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de l'heure du crime. 14h30, 15h30, du lundi au vendredi. Avec aujourd'hui cette voix que vous venez d'entendre, celle de Simone Weber, surnommée par les journaux la diabolique de Nancy, condamnée au début des années 90 pour avoir tronçonné son amant, mais acquittée pour la disparition de son deuxième mari. Deux crimes qu'elle a toujours contestés et qu'elle continue à bientôt 92 ans à nier. Vous allez l'entendre, nous avons recueilli sa toute dernière confession et c'est un document RTL. Jamais affaire n'a suscité autant de curiosité et d'interrogation, sans doute parce que Simone Weber n'est pas un simple personnage de fait divers. Elle fut l'actrice principale d'un théâtre d'ombre où abondent mystère et affabulation. Simone Weber a-t-elle été punie à cause de sa mauvaise réputation, ses mensonges, sa double vie? Ou bien est-elle l'architecte machiavélique d'une entreprise criminelle comme l'a pensé la justice, qui se cache véritablement derrière le visage de Simone Weber? Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Simone Weber, la diabolique de Nancy, une veuve discrète dont le nom et la silhouette surgissent au cours de l'été 1985 à la faveur d'une étrange disparition. Ce lundi 1er juillet 1985, une jeune femme inquiète se présente au commissariat de Nancy. Patricia Etier vient signaler la disparition de son père, Bernard Etier, 54 ans, employé à l'usine Solvay à Dombasle. Cet homme n'a plus donné signe de vie depuis le 22 juin. Le 24 juin, il ne s'est pas rendu à son travail. Patricia est d'autant plus perplexe que son père, affirme-t-elle, se faisait une joie de partir prochainement en vacances, lui qui ne prend presque jamais de congé. Pour l'occasion, il avait même acheté 2 valises neuves. J'ai tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose, racontera Patricia. Aucune trace de Bernard Etier. Une annonce pour disparition inquiétante paraît le 7 juillet dans les pages de l'Est républicain, le grand quotidien de Nancy. Qui a vu cet homme aux cheveux blonds gris, 1m75, corpulence mince, blouson beige et pantalon gris? Qui aurait aperçu sa voiture également introuvable, une Renault 9 de couleur bleue? Les policiers n'ont pas de mal à reconstituer les dernières heures de Bernard Etier. Le 22 juin, il quitte son poste de nuit à l'usine Solvay à 5h du matin. Il emprunte la 4L blanche de l'entreprise pour rejoindre son domicile à Nancy. À son arrivée, il aperçoit une femme qui l'attend de pied ferme devant chez lui, une certaine Simone Weber, une ancienne maîtresse dont il a le plus grand mal à se débarrasser. Elle ne le lâche pas d'une semelle, elle lui fait peur. Etier fait demi-tour. Il trouve refuge chez un couple d'amis qui habite au centre-ville. « Elle m'attend avec un fusil », aurait-il déclaré à propos de Simone en débarquant dans l'appartement. Vers 11h45, Etier revient chez lui. Simone Weber est toujours là. Elle n'a pas bougé. À un couple de voisins, il confie, mi-amusé, mi-inquiet. « C'est sûr, je vais me faire engueuler ». Bernard Etier et Simone Weber entrent dans la maison, ils en ressortent vers 13h15. Chacun repart au volant de sa voiture, lui dans sa Renault 9 bleue, elle dans un même modèle de couleur blanche. Bernard Etier ne va plus jamais rentrer chez lui. Le soir même, un dénommé Raymond téléphone à sa nouvelle compagne pour lui dire de ne pas s'inquiéter si Bernard ne rentre pas. Il est dans sa maison de campagne, dans les Vosges, assure cet ami et collègue. En fait, le fameux Raymond n'est autre qu'un cousin de Simone Weber qui a passé ce coup de fil à sa demande. L'enquête démontrera que le disparu ne s'est jamais rendu dans sa masure de Charmois l'Orgueilleux. Simone Weber aurait-elle organisé cette disparition? Le fait est que la voiture de Bernard Etier, la Renault 9 bleue, a été repérée le 22 juin au soir sur un parking juste en face du domicile de Simone, au numéro 158 de l'avenue de Strasbourg. Quand le garçon qui l'avait vu est revenu le lendemain en début d'après-midi, le véhicule avait disparu.
Le 2 juillet, le chef du personnel de l'usine Solvay reçoit un arrêt de travail de Bernard Etier, arrêt qui court du 30 juin jusqu'au 7 juillet. La lettre a été postée depuis Épinay-sur-Seine en région parisienne. Un arrêt de travail qu'il juge pour le moins bizarre. Et pour cause, le numéro de sécurité sociale est incomplet. L'inspecteur Christian Jacques, qui travaille sur la disparition, retrouve le médecin d'Épinay qui a signé l'arrêt de travail. Mais le praticien décrit un patient petit et trapu, voire bedonnant, tout le contraire du physique de Bernard Etier. Il va s'avérer que ce faux Bernard Etier n'est autre que l'un des gendres de Simone Weber. Celui-ci racontera plus tard avoir été missionné le 30 juin par sa belle-mère pour tenir ce rôle, à savoir se faire ausculter sous le nom d'Etier par un médecin qu'il ne connaissait pas. Le gendre avait été surpris, mais avait obtempéré face à l'insistance de la belle-mère. Les policiers ont la veuve en ligne de mire, ils la placent sur écoute. Manifestement, elle se sait surveiller. Elle et sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, se parlent depuis des cabines téléphoniques. Simone évoque les déboires scolaires de la petite Bernadette, qu'il faut changer d'établissement. Une drôle d'écolière, cette Bernadette. Rien d'autre que le nom donné à la Renault 9 de Bernard Etier, qui doit être changée de place pour qu'on ne la retrouve pas. La voiture sera localisée dans un box de Cannes, loué par Simone sous un nom d'emprunt, une certaine Madame Chevalier. Voilà donc pour les tout débuts de l'enquête sur Simone Weber. On sent bien que les policiers lui tournent autour. On va faire un peu plus loin son portrait. On reste sur le démarrage des investigations. Pourquoi faire disparaître ce malheureux Bernard Etier? Et on a en ligne justement pour nous répondre à cette première question, Maître Gérard Welzer. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, Maître Welzer, l'invitation de l'heure du crime. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Vous avez suivi évidemment toute cette histoire et vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Nancy aux côtés de notre confrère et ami Dimitri Ramelot. Maître Welzer, je vous repose la question. Pourquoi faire disparaître ce malheureux Bernard Etier, un employé modeste qui n'est ni riche ni important? C'est quelqu'un de tout à fait banal, Bernard Etier. Il est apparu au cours des débats, Monsieur Richard, que Simone Weber avait une profonde haine vis-à-vis de Bernard Etier parce que celui-ci l'avait quitté. Et Bernard Etier était terrorisé par Simone Weber. Elle le harcelait et il avait déclaré d'ailleurs, et le procès l'a montré à plusieurs personnes qu'il avait peur pour sa vie. Les débats devant la cour d'assises de Nancy ont montré que on a fait disparaître le corps de Bernard Etier, c'est Simone Weber qui l'a fait disparaître après avoir... Alors là, maître, je vous interromps parce qu'on va avancer dans l'histoire et évidemment, on va venir évidemment dans cette affaire au procès et aux révélations que l'enquête et que le procès va apporter. Là, on est au tout début. C'est un homme, encore une fois, modeste qui disparaît. En quelques mots, maître, qui est Bernard Etier? Très, très simplement. Bernard Etier est un employé modeste de la société Solvay. Il roule en R9. Ce jour-là, il garde sa R4, sa 4L de la société devant chez Simone Weber et on ne le reverra plus. Et on va s'atteler, Simone Weber va s'atteler à faire en sorte qu'on croit qu'il est encore vivant, à faire des retraits bancaires, à faire en sorte que la voiture, on ne la retrouve pas. Alors c'est vrai qu'au début, tout est mis en scène pour qu'on pense que cet homme est vivant. Même, je l'ai dit, son supérieur hiérarchique à l'usine Solvay reçoit une lettre disant qu'il est malade. Tout ça est faux. Et donc il y a une mise en scène qui s'est installée. Bonjour Emmanuel Pierrat. Bonjour Charles-Alphonse Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui présent dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes également avocat, conservateur du musée du barreau de Paris. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages parce que ça prendrait une heure. Pièces à conviction, 35 affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique à la Martinière. Et puis, les femmes et la justice, où vous consacrez un chapitre entier à Simone Weber. Maître Welzer, votre confrère vient de le dire. Elle fait peur, Simone Weber. En tout cas, c'est ce que déclare Bernard Etier à ses amis. Pourquoi elle fait peur à ce point? Elle paraît tout de suite omniprésente dans la vie des gens. Elle fait peur parce qu'elle tente de forcer la porte en quelque sorte de Bernard Etier. Ils ont une relation qui va durer environ 18 mois. Je parle sous le contrôle de mon confrère et ami Gérard Welzer. Cette relation se termine. Bernard Etier y met un terme, ce que Simone Weber ne comprend pas.
Si vous voyez notamment la presse, les articles qu'il y a eu sur Simone Weber, notamment à l'occasion de l'enquête criminelle très longue, et puis du procès aux assises dont on parlera plus tard à Nancy, ce qui apparaît, c'est le caractère très dur de Simone Weber, son regard bleu, quasiment d'acier, sa capacité comme ça à toiser les uns et les autres et à ne pas comprendre quand on s'oppose à sa volonté. Il y a là, vis-à-vis de Bernard Etier, non pas un appât du gain, comme on a pu le soupçonner à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, ils ne sont pas mariés, il n'y aura pas de tentative. La voiture, elle vaut la Bernadette, elle vaut ce que vaut une Bernadette. Voilà, pas grand-chose. Et en revanche, il y a cette espèce de mélange de jalousie, de rancœur, d'incapacité à se laisser, à être délaissé. Ça s'explique aussi, sans doute, par l'enfance et la vie de Simone Weber. Et Simone Weber qui a du pouvoir sur les gens. On le voit dans ce début d'affaire. Elle a du pouvoir. Elle actionne son cousin, un de ses gendres. Bien sûr, elle met en scène de façon machiavélique. Elle utilise à la fois donc son gendre, elle utilise sa sœur, qui sera son alter ego dans le crime. On peut le dire comme ça. Hein. Sa sœur sera renvoyée. Enfin, le juge Thiel voudra en tout cas la faire renvoyer. Effectivement, elle sera renvoyée au procès. Renvoyée au procès. Il y a là un ascendant très fort de Simone Weber sur ses proches et dans la capacité à les diriger, à les utiliser dans des crimes qui sont préparés par ailleurs, qui ne sont pas des crimes uniquement de circonstances, mais qui par l'achat du matériel, par beaucoup d'indices, montreront une préméditation. On va aller voir ces indices. Maître Welzer, encore une question. Vous êtes en direct depuis le bureau RTL de Nancy. On peut le dire, maître, très vite, les policiers, même s'ils sont discrets dans cette affaire, les policiers ont le sentiment qu'il y a trop de mensonges dans cette histoire. Hein. Finalement, ça sent pas très bon, comme on dit. Absolument. Jean-Alphonse Richard, d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage au travail du SRPJ de Nancy, du juge Thiel, parce qu'il a fallu 5 ans d'instruction et d'enquête pour démontrer la culpabilité de Simone Weber, puisque cette Simone Weber qui a été très bien décrite par Emmanuel Pierrat à l'instant, vous lui montriez une feuille blanche, elle disait que c'était noir. Vous lui montriez une feuille noire, elle disait que c'était blanc. Elle niait tout, y compris, bien sûr, l'évidence. Donc, et effectivement, ce sont... alors, on ne prête qu'au riche, j'allais dire, hein, mais finalement, ce sont ces mensonges qui vont la perdre. En tout cas, le projecteur est fixé sur elle très vite, dès le début de l'affaire. Hein. Absolument. Le SRPJ de Nancy et le juge Thiel vont placer, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-Alphonse Richard, Simone Weber sur écoute et... Les dialogues étaient extraordinairement redoutables. Vous l'avez dit, il parlait de la R9 de Bernard Etier en disant Bernadette. La petite Bernadette. Vous avez rappelé tout à l'heure, la petite Bernadette, il fallait changer l'établissement. En langage de voyou, il fallait changer la voiture d'emplacement qui avait été louée à Cannes sous un faux nom Chevalier et payée en espèces. Et payée en espèces. Et des enquêteurs qui ne sont pas au bout de leur surprise. Ils ont la conviction que Simone Weber a reçu le 22 juin Bernard Etier dans son appartement de Nancy. L'homme ne serait pas ressorti vivant de cet ultime rendez-vous. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Simone Weber. À l'été 1985, les policiers s'intéressent de près à cette veuve de 56 ans suspectée derrière la mort, la disparition plutôt de Bernard Etier, son amant. Un premier témoignage effrayant va renforcer leur conviction. Dans la plus grande discrétion, les policiers du SRPJ de Nancy interrogent l'entourage de Simone Weber. Pas question d'entendre tout de suite cette femme, déjà placée sur écoute et qui fait figure de témoin numéro 1. Ils recueillent ainsi les déclarations des voisins de palier de la veuve, Monsieur et Madame Hague. Le couple est bavard et précis. Les Hague disent avoir vu entrer dans l'appartement de leur voisine le fameux 22 juin, jour de l'évaporation de Bernard Etier, Simone Weber en compagnie d'un homme, il pourrait s'agir d'Etier. C'était aux alentours de 18h. Les Hague s'en souviennent, ils regardaient l'émission des chiffres et des lettres à la télé. Ils ont entendu du remue-ménage dans l'appartement. Le lendemain, dans la soirée, dimanche 23, ils ont perçu pendant un très long moment un bruit de moteur comme un aspirateur. Lundi 24, très tôt, le matin, ils ont surpris Simone Weber par le Judas de leur porte. Elle transportait à bout de bras des sacs poubelles, 17 au total, des sacs déposés au pied d'un bouleau de l'avenue de Strasbourg afin d'être ramassés par les éboueurs à 5h du matin précise. Simone Weber rendra ensuite visite à sa fille et à son gendre dans leur maison d'Anguin. Ils décriront une voiture maculée de boue et un coffre qui paraissait lourdement chargé.
Le 15 septembre 1985, 3 mois après la disparition, un pêcheur repère une valise lestée par un parpaing. Le bagage semble flotter entre deux eaux dans un bras de la Marne, à Poincy, en Seine-et-Marne. À l'intérieur, le tronc d'un homme emballé dans une bâche en plastique. Impossible d'établir un lien formel avec Bernard Etier. Les légistes notent toutefois que le torse présente des déformations osseuses, de l'arthrose à la cage thoracique, des pathologies dont souffrait le disparu de Nancy. Sa fille Patricia reconnaît, elle, immédiatement, l'une des 2 valises que son père avait spécialement achetées pour partir en vacances. L'analyse du parpaing montre que celui-ci est couvert de peinture bleu ciel, couleur que l'on retrouve sur les pierres du jardin de Simone Weber dans une maison qu'elle possède à Rosières aux Salines. Les enquêteurs établissent encore que la veille de la disparition d'Etier, la veuve a loué une meuleuse tronçonneuse au magasin de bricolage Outika. L'outil professionnel qui tourne à 6000 tours minute a ensuite été déclaré perdu par la cliente qui s'est acquittée de la caution. Cette fois, le juge de Nancy, Gilbert Hill, considère qu'il a suffisamment d'éléments pour demander l'interpellation de Simone Weber et de sa sœur Madeleine. Le 8 octobre 1985, Simone Weber est placée en garde à vue. Elle est calme, elle a réponse à tout. Elle reconnaît qu'elle se trouvait devant le domicile de son amant le 22 juin à 5h du matin. Elle a été insistante car, raconte-t-elle, elle avait besoin de ses services à propos d'un lavabo bouché. Je voulais être sûre de le rencontrer. Celle qui n'est encore que témoin, admet qu'elle possède depuis longtemps chez elle 2 fusils équipés de silencieux. Dans sa voiture, les policiers retrouvent la fameuse meuleuse tronçonneuse, louée dans un magasin spécialisé. Elle évoque des travaux. Des résidus de chair sont retrouvés sur l'appareil. Simone Weber nie farouchement toute implication dans la disparition et la mort de Bernard Etier. Le juge Gilbert Hill a lui une toute autre lecture du dossier. Il inculpe les sœurs Weber, mais au fil des semaines, va mettre hors de cause Madeleine pour se concentrer exclusivement sur Simone. Il estime que celle-ci a tué son amant qui voulait la quitter d'une balle dans la tête. Une douille de 22 longs rifles a été retrouvée dans l'appartement du 158 avenue de Strasbourg. Le juge est persuadé qu'elle l'a ensuite découpé avec la meuleuse et a fait disparaître le corps. Au fil des semaines et des mois, le juge Hill va devoir composer avec une femme qui reste sur ses positions, alterne affliction et colère, se cantonne dans un rôle de victime. Crime ou pas crime, la vie de Simone Weber est déjà un roman. 2e de 5 enfants, fille d'un garagiste qui lui a donné la passion de la mécanique. Ses week-ends, elle continue à les passer en salopette, bricolant de vieilles Renault au fond d'un jardin. Après la séparation de ses parents, elle et sa sœur Madeleine ont épousé 2 frères, les fils de la nouvelle compagne de leur père. Simone a 5 enfants, mais son mari, qui dira avoir eu affaire à une femme méchante et volage, la quitte. Les malheurs vont ensuite s'accumuler. La mort en 1968 de sa fille de 16 ans suite à une intoxication médicamenteuse au lycée. Le suicide de son fils, 9 ans plus tard, 3 jours avant son incorporation dans l'armée. 2 événements qui auraient complètement bouleversé le destin de Simone Weber. Bonjour Alain Bert. Bonjour Monsieur Richard. Merci d'être vous aussi l'invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats historiques de Simone Weber. On va bien sûr voir que le destin de votre cliente est riche en rebondissements. Le juge Hill va faire d'autres découvertes, notamment un très étrange 2e mariage. Mais on va parler de tout ça dans le chapitre suivant. Tout de suite, retour avec vous, Maître Bert, sur cette inculpation, cette mise en examen. Dès le début, dès la première minute, votre cliente, Madame Weber, crie son innocence. Madame Weber a proclamé son innocence dès le premier jour de son arrestation. Elle n'a jamais changé de position. Elle continue à affirmer son innocence. Elle n'en démord pas. Et elle continue d'ailleurs à étudier son dossier qui l'accompagne dans tous ses lieux de résidence. À chaque fois que je l'ai au téléphone, et je l'ai eu il y a encore quelques jours, elle me parle de son innocence et de sa volonté de continuer son combat et de démontrer son absence d'implication. C'est un combat légitime
chacun de vos auditeurs peut imaginer la situation et se transposer. Vous êtes condamné pour un crime que vous n'avez pas commis. Vous avez purgé 20 ans de détention. Vous êtes étiqueté comme une criminelle. C'est dans la logique des choses. Alors, maître, je comprends bien, c'est la logique des choses, mais tout de même, le corps retrouvé, la meuleuse, les témoignages, une foule d'indices, pas de preuves. C'est ce que vous affirmez, pas de preuves. Il n'y a aucune preuve formelle. C'est un dossier qui est bâti sur des témoignages qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont tous plus ou moins contradictoires les uns par rapport aux autres, sur l'audition invraisemblable des voisins qui décrivent le lendemain du crime un choc, quelque chose qui serait tombé des voisins du dessous, qui aurait même fait vaciller leur luminaire, et avoir entendu le maniement d'un outil de cuisine pendant 5 à 10 minutes. Et à partir de ce témoignage délirant, on va échafauder toute l'histoire de Simone Weber. Cette histoire de tronçonneuse, en étant peu exigeant par rapport aux dates, aux contradictions. Bref, quand on veut transformer quelqu'un en coupable, on arrive à le faire. Alors, pardonnez-moi quand même d'insister, parce que tout de même, dans cette histoire, il y a bien quelqu'un qui a disparu. Bernard Ethier et Simone Weber est bien la personne à la dernière à l'avoir vue. Il y a 16 000 disparus par an. À l'époque, il y avait 16 000 disparus par an, qui évidemment, par définition, n'étaient pas retrouvés. Oui, il a disparu, ou il a été assassiné par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas par défaut qu'on condamne quelqu'un. On condamne pas quelqu'un parce qu'on n'a pas retrouvé un disparu. Et c'est un peu ce qui s'est passé à l'occasion de la condamnation de Simone Weber. Alors, Maître Welzer, on entend Maître Baird et on comprend bien ce qu'il veut nous dire, que finalement il n'y a pas de preuves dans ce dossier. Et on va en parler évidemment, et tout ça reviendra au procès. Vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy, et vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Ethier. Quelle est l'attitude de Simone Weber au cours de l'instruction ? Simone Weber, au cours de l'instruction, c'est comme son avocat, Alain Baird, qui est un avocat talentueux. Je n'ai rien fait. On lui dit, mais Madame Weber, pourquoi avez-vous volé la voiture de Bernard Ethier? L'avez-vous amenée à Cannes? Avez-vous loué un garage sous un faux nom, payé en espèces et sous le nom Chevalier? Pas de réponse. Madame Weber, pourquoi vous avez demandez à un de vos amis, cousins, d'appeler la société pour faire croire que Bernard Ethier était malade et vous avez fabriqué un faux arrêt de travail? Pas de réponse. Madame Weber, pourquoi chez vous il y a une meuleuse louée à la société Outika, meuleuse dans laquelle on a retrouvé de la substance humaine? Voyez-vous, alors la défense a, bien sûr, sur instruction de sa cliente, plaidé innocence, mais ça fait beaucoup, c'est ce que vous voulez dire. Ça fait plus que beaucoup. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on plaide innocent qu'on n'est pas coupable, et c'est d'ailleurs pas parce qu'on plaide coupable qu'on n'est pas innocent. En l'espèce, il y a eu 2 mois de procès où Madame Weber n'a eu de cesse d'insulter les témoins à charge, de mentir, mais les faits sont têtus. La meuleuse avec de la substance humaine retrouvée dans le coffre de voiture de Madame Weber, c'est pas un hasard. Et les 16 000 disparus qui sont chaque année en France, on ne retrouve pas dans le coffre d'une personne une meuleuse avec de la substance humaine. Et l'avocat, et d'ailleurs Simone Weber, elle le dit, ce corps qu'on a retrouvé, c'est pas celui de Bernard Ethier. Elle va dire, c'est un homme de 40 ans, Bernard Ethier était plus âgé, etc. C'est ça. Alors on a entendu des experts au procès, le professeur Coudane qui est venu, le professeur de Rennes, de Nancy, qui sont venus dire qu'il y avait des similitudes, qu'ils pensaient que c'était le corps. Alors, à l'époque, malheureusement, nous n'avions pas la finesse des expertises aujourd'hui ADN. Mais c'est le problème des assassins sans corps. Ah, c'est effectivement... C'est toujours difficile de les faire condamner, mais croyez-moi, on a quand même réussi. La justice est passée grâce aux policiers, au juge Thiel et à ce beau procès présidé par un président Paco. Vous allez nous 2 en mois parler. de procès. Maître Emmanuel Pierrat, vous avez consacré tout un chapitre dans un de vos livres à Simone Weber. Je l'ai effleuré, le parcours de Simone Weber. C'est un roman, son histoire familiale, etc.
c'est un roman parce que c'est une très jeune fille abandonnée, une enfant abandonnée par sa famille, pour faire simple, hein, et qui se retrouve avec sa sœur, qu'on retrouvera beaucoup plus tard comme étant la complice, comme étant celle qu'elle utilise dans ses méfaits. C'est un roman tragique, c'est une enfance malheureuse, et on comprend bien ce qu'est le sentiment d'abandon chez Simone Weber, qui se transforme en rage meurtrière quand elle découvre que Bernard Etier non seulement la quitte, mais la quitte en plus pour une autre femme. Il faut quand même se mettre à l'esprit, on parlait tout à l'heure des voisins et de ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent précisément, le disent-ils, c'est les hags, c'est un bruit très sourd, de quelque chose qui tombe. Et ensuite, ils entendent non pas un instrument comme ça de cuisine, ils entendent pendant de très longues minutes le bruit comme d'un aspirateur qui ne bouge pas. C'est-à-dire une espèce de grand bruit sourd. Alors, il y a ensuite, quand on prend le corps, alors évidemment, on ne sait pas si c'est le corps de Bernard Etier, puisque nous sommes avant l'ADN. En 1985, l'ADN ne sera découvert scientifiquement qu'en 1986. On commence à l'exploiter en 1987 et on met vraiment au point les techniques un peu plus tard. Mais il est dans une valise avec des traces de peinture. On retrouve la même peinture chez Simone Weber. Là, le groupe sanguin est le bon. La feuille, etc. Les indices s'accumulent. La fille de Bernard Etier reconnaît la silhouette de son père, etc., etc. Bref, à la fin, il n'y a pas de preuve formelle, mais il y a un tel faisceau d'indices et surtout une autre affaire dont on va parler qui font de Simone Weber, évidemment, la coupable, pas seulement idéale, mais évidente. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et au programme aujourd'hui donc de l'heure du crime, Simone Weber, la diabolique de Nancy, des gens inculpés et écroués pour le meurtre de son amant qu'elle aurait tronçonné. La veuve se voit soupçonnée d'un autre crime. Le juge Thiel est intrigué par certaines découvertes effectuées chez Simone Weber. Une pharmacie ambulante, des tas de somnifères, antalgiques, calmants, délivrés plus ou moins sur ordonnance, mais aussi de la digitaline, un stimulant cardiaque. Or, c'est bien d'un infarctus soudain qu'est mort le 14 mai 1980 son deuxième mari, Marcel Fixard, 30 ans de plus qu'elle, un ancien adjudant-chef. Elle a hérité de ses biens. Elle s'était mariée un mois avant le décès, le 22 avril 1980 à Strasbourg, dans la plus stricte intimité. Une intimité tellement stricte que l'époux légitime n'était même pas invité à son mariage. Simone Weber avait tout simplement fait appel à un comédien à la retraite, Georges Essling, pour jouer l'heureux élu et devenir ainsi Madame Fixard. Impossible d'interroger ce figurant. Il est mort 3 mois après la cérémonie. Simone Weber aurait-elle organisé cette mise en scène pour hériter naturellement des biens de son mari, quitte à en accélérer le décès à coups de doses massives de digitaline. Des témoins racontent que l'ancien militaire semblait souvent être sous emprise médicamenteuse, titubant et épuisé. 9 jours avant la mort de son mari, elle avait acheté 2 boîtes de digitaline à la pharmacie Cato à Nancy. En 1987, le juge fait exhumer le corps de Marcel Fixard, mais aucune trace de poison n'est découverte. Pendant 5 ans, le juge d'instruction va ainsi collectionner les surprises, notant une multitude de mensonges dans les déclarations de l'inculpé, de faits étranges aussi, comme la découverte à son domicile de 37 tampons dérobés dans des mairies, des cabinets médicaux et des pharmacies. Pourquoi ? Si ce n'est pour rédiger de faux actes administratifs et de fausses ordonnances. Malgré les accusations, une 60aine d'expertises souvent accablantes et 18 000 pages de procès-verbaux, Simone Weber ne bronche pas, solide comme un roc, tenace, déterminée, opiniâtre. Elle va adresser pas moins de 23 demandes de mise en liberté provisoire, faire appel 17 fois et former 15 pourvois en cassation. Maître Welzer, vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Simone Weber est accusée effectivement de l'avoir fait disparaître et puis de l'avoir tué. Quelle énergie, j'ai envie de dire, chez Simone Weber. Il est rare qu'un inculpé ferraille à ce point-là avec une telle obstination. Et on n'est pas encore là au procès, je le précise. Oui, absolument. Tout au long de l'instruction, qui a duré, je vous le rappelle, presque 6 ans, Simone Weber contestait verbalement devant le juge d'instruction Thiel l'évidence, ce qui était blanc était noir, et contestait judiciairement tous les actes. Elle faisait appel, elle allait en cassation.
N'importe quoi. Elle aurait eu un jugement en disant, madame... 15 pourvois en cassation, maître. Hein. Absolument. Je crois que c'est un record de France. Bien sûr. Et après, on s'étonne que les juridictions sont débordées. Ce sont des personnes comme Simone Weber qui débordent les juridictions. Vous savez, il y aurait eu un jugement. On aurait dit à Simone Weber au cours d'un interrogatoire, vous appelez Simone Weber. Elle aurait dit, c'est faux. Elle aurait fait appel. Elle aurait été en cassation. Je veux dire, c'est de la trempe des criminels qui, de toute façon, ont décidé, jamais je n'avouerai. Et pourtant, les preuves, je dis bien les preuves... Les preuves, on peut ne pas être d'accord. Moi, je comprends aussi la défense de Simone Weber, et presque même Simone Weber, parce qu'il y a quand même des creux dans ce dossier. Il n'y a pas d'éléments véritablement accablants, si je puis dire. Il y a beaucoup de témoignages qui sont indirects. Alors, vous savez, le témoignage indirect, quand vous avez son cousin qui vient témoigner à la barre des assises en disant que Simone Weber lui avait demandé d'aller chez un médecin, de se faire passer pour Bernard Etier, de rédiger un certificat médical pour faire croire qu'il était encore en vie. Quand vous avez la société de location qui vient, le loueur qui vient raconter comment elle a loué une tronçonneuse à ciment, sous-payée en espèces, quand elle a volé la voiture, enfin, ce sont des faits. Des faits convergents. Ce sont des faits convergents, puis ce sont des preuves. Après, la seule chose, ça pose le problème au niveau criminologique, et heureusement que les policiers avaient fait un super boulot avec le juge d'instruction, ça pose le problème des assassinats sans cadavre. Oui. Et puis regardez, Jean-Alphonse Richard, j'espère que je vais pas trop vite, mais pour Marcel Fixard, malgré les éléments qu'on a trouvés, la cour d'assises l'a acquitté pour Marcel Fixard. Alors, d'une manière un peu juridiquement subtile, puisque l'avocat général avait demandé pour les 2 assassinats 20 ans de réclusion. Elle a été condamnée pour l'assassinat de Bernard Etier à 20 ans et elle a été acquittée pour l'assassinat de Marcel Fixard. Effectivement, parce qu'on ne trouve pas de traces de poison. La digitaline, il faut le préciser. Moi, c'est un produit que je ne connaissais pas, mais j'ai un petit peu regardé ça, a cette capacité de disparaître très vite de l'organisme. Elle était maligne. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit pour le corps, le tronc retrouvé, on n'a pas retrouvé d'ADN, mais il faut savoir qu'il y a eu quand même des expertises faites, mais que compte tenu de l'état de putréfaction, elle avait jeté à l'eau. Il n'était plus possible de trouver quelque chose. C'était compliqué. Maître Emmanuel Pierrat, qui connaissait bien cette affaire Simone Weber, alors là, pour moi, c'est un point extraordinaire, ce faux mariage avec Marcel Fixard, l'emploi de ce comédien. On est là, Maître Pierrat, au cœur du mensonge qui perd finalement Simone Weber, ce mensonge permanent. Bien évidemment, ces mensonges et cette capacité à fabriquer des faux. Avant le faux mariage qu'elle organise, il y a aussi la fausse vente du bien immobilier de Marcel Fixard. C'est-à-dire qu'elle, déjà, avant même de l'avoir épousé, n'étant pas sûre de réussir son coup. Racontez-nous alors. N'étant pas sûre de réussir son coup, puisqu'il n'est pas au courant qu'il va se marier avec elle. Donc, elle réalise un faux acte notarié en imitant la signature, très grossièrement pour le coup, alors que c'est une bonne faussaire de Marcel Fixard, de façon à se faire vendre le bien. Et puis, bon, c'est pas si facile que ça, parce qu'on peut discuter ensuite fiscalement de la vente d'un bien entre 2 personnes qui ne sont pas mariées. Donc, elle prévoit le mariage qui arrive juste derrière. Le mariage est extraordinaire, effectivement. Avec ramener quelqu'un, avec un comédien qu'on présente à la mairie. Et je le précise, parce que je ne l'ai pas dit dans le récit, mais ce comédien, ce figurant local, elle va le chercher dans une maison de retraite. Dans une maison de retraite, sans préciser que Marcel Fixard n'est au courant de rien, puisque quand elle se présente à lui, après l'avoir rencontré par des petites annonces, elle se présente comme n'ayant pas d'enfant. Elle en a eu 4, certes 2 sont morts, mais elle en a quand même encore 2. Elle dit qu'elle est professeure de philosophie, ce qui n'est pas tout à fait le métier, qu'elle est un des nombreux métiers qu'elle a exercé. Donc le Marcel Fixard qui l'épouse, qui ne sait pas qu'il va l'épouser, il rencontre et tombe amoureux, entre guillemets, d'une dame qu'il ne connaît absolument pas. Il y aura donc ce faux mariage, qui est quand même un chef-d'œuvre, pour arriver à tromper de cette façon l'officier d'état civil, la mairie, être inscrit, les bancs, enfin bref, tout est absolument extraordinaire. Il y aura les fausses ordonnances derrière aussi qui seront faites pour récupérer des produits divers et variés, dont de la digitaline, qu'on ne trouve pas, parce que quand on exhume le corps de Marcel Fixard, nous sommes en 1986, sous la neige, avec le juge Steele, 6 ans plus tard, avec la digitaline, si elle a existé, elle s'est dissipée. Et puis enfin, il y a également, et surtout, le faux testament. C'est-à-dire, Marcel Fixard a fait un premier testament en faveur de Simone Weber, et puis entre-temps, elle pense que c'est bon, mais il a changé d'avis, et il a décidé de faire bénéficier quelqu'un d'autre, et donc quand il meurt, patatras, elle s'aperçoit qu'elle l'a épousé pour rien, elle est morte 22 jours après le mariage, et elle se précipite pour faire un faux testament que le juge Steele trouvera être une pièce quasiment parfaite.
Malgré ses dénégations, Simone Weber ne va pas échapper à un procès aux assises. Elle sera jugée pour le meurtre de son amant Bernard Etier, mais également, malgré l'absence d'éléments probants, pour la mort suspecte de son deuxième mari, Marcel Fixard. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, la diabolique de Nancy, Simone Weber, accusée du meurtre de son amant et de la mort par empoisonnement de son deuxième mari, elle fait son entrée à l'hiver 1991 devant la cour d'assises. Ce 17 janvier 1991, 5 ans et 2 mois après son inculpation dans la disparition et la mort de son amant Bernard Etier, Simone Weber, 60 ans, blonde, cheveux frisés, fait face aux juges et jurés des assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Elle sourit aux photographes, salue une connaissance dans la foule. La prison n'a pas entamé sa détermination. Elle dirige ses avocats pour récuser des jurés, prend des notes en fixant les témoins qui défilent à la barre. Quand son premier mari vient dire qu'elle voulait le faire enfermer dans un asile et que c'était une mauvaise femme, Simone Weber fait un scandale et accuse cet ex-mari de toutes les perversions. Pendant 5 semaines, les témoins se succèdent, avançant, il faut bien le dire, davantage de rumeurs que d'informations précises. J'entends tellement de choses abominables, de choses déformées, répond Simone d'une voix presque plaintive. Elle dément avoir tué Bernard Etier, affirme que le corps retrouvé n'est pas le sien. Il fallait trouver un corps à Bernard pour pouvoir me condamner à la prison à vie. C'est pire que la peine de mort. Elle ajoute: je ne sais pas pourquoi je suis ici depuis un mois. Je ne fais pas partie de ceux qui coupent les gens en morceaux pour les mettre dans une valise. Après 10 heures de délibéré, Simone Weber est condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de Bernard Etier, commis sans préméditation. Elle est acquittée pour l'empoisonnement de Marcel Fixard, le deuxième mari, victime d'un infarctus soudain. L'accusée n'assiste pas au verdict. Après la clôture des débats, elle s'est évanouie. Avant d'être conduite à l'infirmerie, elle avait lancé, avec une certaine assurance, « Je ne suis pas le monstre que vous avez bâti ». Maître Welzer, vous êtes en direct ce soir, aujourd'hui, dans l'heure du crime, cet après-midi. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Vous étiez bien sûr à ce procès. En quelques mots, dites-nous, quelle ambiance régnait dans cette salle d'assises à Nancy ? Vous savez, Jean-Alphonse Richard, ce procès était un énorme procès. Avec mon ami Joël Lagrange et Paul Lombard, nous étions partie civile et il y avait une curiosité du public. Vous savez que le public est toujours avide de faits divers, mais en l'espèce, le personnage de Simone Weber faisait que pendant tout le long du procès, il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue jusqu'à la place Stanislas pour rentrer dans la salle d'assises. Et dans la salle d'assises, il y avait une chef d'orchestre. C'était Simone Weber. C'est vraiment elle qui dirigeait, ça c'est pas un fantasme. Moi je n'y étais pas à ce procès, mais oui, c'est pas un fantasme, elle dirigeait vraiment les débats. Elle dirigeait, et puis le président de la cour d'assises qui avait été très habile, ne voulait pas d'incident. Il connaissait le dossier sur le bout des doigts, il la laissait parler. Dès qu'elle demandait la parole, il la laissait parler. Il y avait un témoin qui arrivait, le témoin, son cousin à qui elle avait demandé de se faire passer pour Bernard Etier, avoir un certificat médical, ou et le témoin venait à la barre, il avait un peu les joues rouges, Simone Weber l'insultait. Elle disait « mais regardez, c'est alcoolique !» Et elle prenait à partie tous les témoins défavorables, c'est-à-dire qu'elle prenait à partie tout le monde, puisque personne n'est venu dire du bien d'elle. Alors oui, effectivement, c'était elle, vous le dites, le chef d'orchestre. Maître Alain Bert, vous êtes l'avocat de Simone Weber. Je vous pose exactement la même question qu'à votre confrère. Quel souvenir, quelle vision avez-vous de ce procès ? Maître Bert. Le procès ressemblait plus à un procès en inquisition du XVIe siècle qu'un véritable procès. Les sorcières, quand elles comparaissaient devant le tribunal de l'Inquisition, elles étaient par définition déjà condamnées, comme Simone était déjà condamnée par la presse et l'opinion publique, puisque, je continue cette comparaison avec l'Inquisition, on l'appelait la diabolique. La diabolique de Nancy, ce qui évidemment dépourvu de toute neutralité. Elle était condamnée d'avance.
Il y a des centaines de personnes qui attendaient devant la cour d'appel en plein hiver pour avoir une place. Je veux dire, c'était la corrida. Hein. Alors, c'était la corrida. Maître Pierrat, on vient voir Simone Weber un petit peu comme un animal de foire. Oui, bien sûr. C'est un personnage de fait divers en majesté, j'ai envie de dire. C'est le fait divers le plus important de l'époque et qui restera après l'affaire Grigori, la malheureuse, l'horrible affaire du petit Grigori. C'est une affaire qui perdure et qui marque. Il y a plus de 70 journalistes qui sont accrédités dans la salle d'audience de la cour d'assises de Nancy. C'est énorme. C'est énorme. 70 journalistes qui suivent pendant 6 semaines un procès d'assises, c'est énorme. On a l'impression qu'on juge quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi le spectacle que donne Simone Weber. Encore une fois, qui est une dame coquette, qui s'habille très bien, qui fait attention, qu'on surnomme pas uniquement la diabolique de Nancy, Mamie Nova et tout un tas d'autres choses, Tati Daniel, et elle-même n'est pas avare en surnom contre le juge Thiel, puisqu'elle l'appellera régulièrement Poussin ou Touvier. Touvier en référence aux musiciens, donc il préférait sans doute qu'on l'appelle Poussin par moment. Elle l'appellera Poussin quand elle parle avec sa sœur. Oui, pas Poussin, non, on est d'accord. Mais enfin, comment dire, elle n'est pas non plus une petite biche apeurée dans un coin. Elle donne le change, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, elle récuse ou elle tente de récuser elle-même les jurés qui sont tirés au sort, ce qui est à dire une chose totalement inouïe et jamais vue. Et véritablement, elle dirige les débats. Donc elle domine cette cour d'assises dans laquelle il faut se souvenir ou savoir qu'il y a une sorte de vitrine pour mettre les pièces à conviction. Et là, il y a la meuleuse tronçonneuse énorme qui gît au milieu de la cour d'assises. Donc évidemment, l'arme du crime. Le procès d'assises, il est fait malheureusement à charge et à décharge, mais quand l'arme du crime, comme dans ces affaires-là, ou comme la chaudière du docteur Petiot ou celle de Landru sont au milieu de la pièce et devant les jurés, effectivement, on part avec un petit handicap. La meuleuse tronçonneuse. Maître Welzer, encore un petit mot. Est-ce que la vérité, c'est un bien grand mot, mais est-ce qu'au moins une vérité a jailli au cours de ce procès ? Écoutez, la vérité qui a jailli, c'est que visiblement Simone Weber a tué avec son fusil. On a retrouvé chez elle, vous l'avez rappelé, des fusils, mais on a retrouvé chez elle aussi des pains de dynamite. On a retrouvé chez elle c'est plutôt Madalton alors là. oui, non mais vous comprenez, alors les 16 000 disparus qu'on a essayé de vendre à la cour d'assises, pensez bien que ils sont loin. Donc la vérité, c'est qu'elle l'a tué avec un silencieux, il y avait 2 silencieux et puis elle l'a découpé. La substance humaine retrouvée sur la meuleuse, c'est pas rien. Ceci dit, il n'y a que Simone Weber qui connaît l'exacte vérité. Ouais, évidemment. Il n'y a qu'elle. Et au total, Simone Weber va passer 14 ans en prison, des années passées à contester sa condamnation et à espérer en vain une révision de son procès. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, Simone Weber, la diabolique de Nancy, jugée en 1991 coupable du meurtre de son amant, elle retrouve la liberté à l'automne 1999 après 14 années passées derrière les barreaux. Ce mercredi 17 novembre 1999, Simone Weber quitte discrètement la prison centrale des femmes de Rennes. Elle a purgé sa peine et ne retourne pas en Lorraine, où elle avait passé le plus clair de son existence, où elle avait ses attaches familiales. Quand je sors de cette prison, je prends l'avion pour n'importe où pour quitter ce pays pourri, avait-elle prévenu après sa condamnation. Mais la diabolique de Nancy ne quittera pas la France. Elle choisit de s'installer dans un petit appartement à Cannes, dans la résidence où habite sa sœur Madeleine. À la mort de celle-ci, au mois d'août 2016, à l'âge de 83 ans, les policiers se rendront sur place comme s'ils soupçonnaient une nouvelle fois un empoisonnement. Je me suis cru en garde à vue. Tout cela parce que je m'appelle Simone Weber, confiera-t-elle. La condamnée ne va dès lors plus beaucoup se montrer et distiller des confidences au compte-gouttes. Elle ne va jamais cesser de se présenter comme la victime d'une erreur judiciaire, demandant pêle-mêle la tenue d'une conférence de presse internationale, exhortant ses avocats pour obtenir la révision de son procès. Simone Weber, bientôt 92 ans, est aujourd'hui dans une maison de retraite de la Côte d'Azur. Nous l'avons appelée pour prendre de ses nouvelles. Entretien téléphonique réalisé le mercredi 18 août 2021. Tendez l'oreille, malgré les années écoulées, Simone Weber revendique toujours son innocence. Mais j'ai retombé des documents que j'ai de croiser dans mes dossiers, là, un sur un, mais c'est même pas imaginable d'écrire, de voir que les preuves, là, sous leurs yeux,
Mais ils m'ont dit, si vous saviez, tous les gens là, innocents qui sont en prison. Et quand on lui demande si le nom de Simone Weber est toujours aussi difficile à porter, voilà ce qu'a été sa réponse. Après de m'avoir, accusé d'un horrible crime qu'ils ont fabriqué, je dois vous traiter de plus en plus mal. Si je pouvais m'avoir un revolver, je me descendrais aussi vite. Hein. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de coups, la tête tapée comme un mur, qu'elle disait on te fera crever, la Weber. Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de l'affreuse Simone Weber. C'est même honteux. Là, je voudrais, refaire une émission honnête. Simone Weber, donc de l'horrible Simone Weber, comme elle dit elle-même, qui nous disait encore qu'elle appelle souvent cellule sa chambre dans cette maison médicalisée où elle vit aujourd'hui, comme si elle ne parvenait pas à se débarrasser de ses années de prison. Elle nous disait encore qu'elle était bien traitée par les geôliers, par ses geôliers lors de ses séjours en prison, et également par les directeurs des établissements dans lesquels elle a transité. Maître Alain Bert, on vous retrouve, on vient d'entendre votre cliente. L'âge est là, mais malgré la fatigue, elle ne lâche rien, j'ai envie de dire. Elle est toujours immergée dans son dossier. C'est étonnant, cette pugnacité. Elle rêve toujours de la révision de son procès, Simone Weber. Simone, elle en parle tous les jours. Bon. Simone, elle en parle tous les jours et c'est un peu son Graal. Mais révision, ça obéit à des critères techniques. Il faut aussi que la personne qui suscite la révision ait la capacité psychique de le faire. Or, on est quand même en présence d'une dame qui est toujours combative, mais qui a 91 ans. C'est quand même un paramètre qu'il faut pas négliger. Et donc, oui, révision, on y pense tous les jours, mais pour le moment, on n'a pas les critères techniques permettant de l'introduire. Alors, Maître Welzer, avocat de la famille de Bernard Etier, en direct depuis le bureau RTL de Nancy. La justice est passée dans cette histoire, elle est passée depuis plusieurs années. Il y a très peu de chances finalement qu'on revienne sur cette histoire et que le procès soit un jour révisé. Oui, vous savez, quand j'entendais tout à l'heure Madame Simone Weber, je voyais la différence entre un meurtrier et la victime. Simone Weber a la chance de pouvoir parler encore à 92 ans et s'exprimer. C'est notre système judiciaire français et c'est la noblesse de celui-ci. Je pense à la famille de Bernard Etier, à Bernard Etier qui a été tué par Simone Weber, la cour d'assises l'a dit définitivement, qui a été découpé en morceaux. Lui, malheureusement, on ne l'entendra plus. Mais on comprend. C'est toujours très étonnant de l'entendre, Simone Weber, parce qu'il y a cette... Elle est affirmative, elle ne lâche rien et je pense qu'elle ne lâchera jamais rien jusqu'au bout. Bien sûr que non, elle a été condamnée définitivement. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle n'a cessé de mentir, elle est condamnée, elle a aujourd'hui 92 ans, elle a encore la chance de parler. Maître Pierrat, vous qui connaissez bien cette histoire et ce dossier, Simone Weber, on l'a dit déjà un petit peu, mais dans l'histoire du fait divers, dans l'histoire du crime français et même international, ce nom Weber, il a un poids très important, il va rester comme une signature criminelle. Évidemment, d'autant plus que c'est une femme et qu'il y a moins statistiquement de meurtrières qu'il n'y a de meurtriers, et moins de criminels avec 2 LES qu'il n'y a de criminels masculins, et donc c'est d'autant plus marquant que la Simone de Weber qu'on vient d'entendre est une vieille dame, mais que la Simone Weber qui entend les réquisitions de l'avocat général, elle éclate de rire au moment de l'énoncé des réquisitions. Avant de s'évanouir un peu plus tard. Avant de s'évanouir, évidemment, un peu plus tard. Que c'est la même Simone Weber qui, quand elle est sortie de prison, s'est plainte parce qu'elle n'a pas été condamnée pour le meurtre de Marcel Fixa. Il n'y a pas de meurtre officiellement, mais elle s'est plainte parce qu'elle avait les séries de taxes foncières qu'elle devait payer sur la maison dont elle a hérité. Donc il y a quelque chose de très, on va dire, aigu ou très dur chez cette femme, et toujours
toujours fascinant dans cette affaire, dans sa détermination, dans son regard bleu métallique. On ne doit pas juger quelqu'un au faciès, mais il a fait partie du décor qui entrera à jamais. La mémoire, bien sûr, la mémoire collective que nous avons des cours d'assises et des plus grandes affaires criminelles. Maître Welser, en quelques mots, parce qu'on arrive au bout de l'émission, vraiment en quelques mots, c'est un procès, enfin c'est une histoire qui vous a marqué dans votre carrière de pénaliste, vous qui en avez connu vraiment beaucoup d'histoires criminelles. Oui, ça m'a énormément marqué déjà parce que j'étais aux côtés de mes amis Joël Lagrange et Paul Lombard et qui sont décédés depuis. On a passé plusieurs semaines ensemble et puis on était là. Vous savez, la partie civile n'est pas là pour réclamer une peine. Il fallait l'expliquer à nos clients, la partie civile est là pour établir la vérité. Or, dès qu'on marquait un point, Simone Weber était habile pour contester. Et puis autre chose, il faut se souvenir, Jean-Alphonse Richard, que ce procès a démarré le premier jour de la guerre du Golfe et qu'il a fini le dernier jour de la guerre du Golfe. Et le premier jour de la guerre du Golfe, les 70 journalistes accrédités, certains se sont retrouvés à Jérusalem. Mais c'est le seul fait d'actualité qui a tenu un peu face à la guerre du Golfe. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat, maître Gérald Welser, maître Alain Bert et puis Simone Weber aussi pour son témoignage. Merci à l'équipe de l'heure du crime, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation. Demain dans l'heure du crime, l'étrangleur de la Robertso. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.